Donc vraiment un grand merci pour votre invitation, hein. Ça m'a vraiment touché de recevoir votre invitation. Et alors j'ai été très intéressé par la façon dont vous avez problématisé la journée là, les uns et les autres. Je trouve ça absolument génial, quoi. Et j'ai été très marqué et impressionné par voilà les différentes problématisations qui s'entremêlent, etc. dans ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Donc merci beaucoup. Alors, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons un petit problème sur les bras. Les études scientifiques sur la situation environnementale contemporaine, elles fusent et elles sont toutes plus graves les unes que les autres. Donc, en un mot, on a modifié de façon durable les conditions d'habitabilité de la Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il se passe que la Terre entre dans un moment de transition qu'il nous faut apprendre à contenir pour éviter des franchissements de seuil qui seraient caractérisés par un réchauffement non arrêtable, un réchauffement qui en fait, à un certain moment, ne serait plus dépendant des gaz à effet de serre qu'on émettrait directement, pour faire simple, dans l'atmosphère, mais qui entrerait dans un mécanisme d'auto-emballement d'une certaine façon. L'auto-emballement, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un certain moment, il fait une certaine chaleur qui fait que les glaces fondent, libèrent du CO2 et du méthane, qui en retour génèrent une augmentation de la température à la surface de la Terre, qui génère en retour une modification des courants d'air chauds, etc., qui génère en retour eh bien, un assèchement de la forêt amazonienne, qui devient une zone désertique, qui ne capte donc plus une partie du CO2 dans du carbone, du CO2 sous la forme de carbone qui était dans l'atmosphère. Et en fait, voilà, on a un effet d'emballement comme ça. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Euh, et voilà, donc on a un petit problème assez sérieux sur les bras. Et ce qui est absolument saisissant en ce moment, c'est qu'on ne cesse d'aller toujours plus loin dans la gravité du constat scientifique de la situation. Voilà. Donc là, ce que je vous ai dit de façon très rapide et un peu dramatique, là, hein, de la façon dont on modifie le système Terre, simplement pour poser un cadre global. L'intervention, elle porte pas là-dessus, elle porte pas sur les données proprement géologiques, écologiques de l'Anthropocène. Elle va porter sur autre chose. Elle va porter sur le pendant qui est politique. Et en fait, qui est bon, bah alors, quelle incidence politique tout ça, ça a sur nous? Et surtout, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on se raconte? On va essayer de saisir comme ça, quels sont les récits politiques qui cohabitent en ce moment dans la période de l'Anthropocène? Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire les uns aux autres sans nécessairement en avoir complètement conscience? Sur la façon dont on peut vivre dans le contexte de l'Anthropocène. Voilà, donc l'intervention, elle va porter sur les grands récits politiques qui cohabitent en ce moment. Et donc ça, c'est une réflexion qu'on a. Donc vous avez mentionné Anaïs, donc ça c'est super, merci beaucoup, parce que c'est une réflexion de fait qu'on organise. Là, je suis tout seul à parler, mais c'est une réflexion qu'on conduit avec Anaïs Théviot et dans le cadre d'un petit livre qui sortira là prochainement, qui s'appelle Qui gouvernera la planète. Alors, en fait, on a pour commencer, je vais vous partager, si j'y arrive, un tableau que j'ai sous les yeux. Voilà comment je vais procéder à partir de là. Comment on a procédé avec Anaïs pour essayer de cartographier les récits politiques dans la période de l'Anthropocène. La première chose qu'on s'est dite, c'est regardons voir ce qui se passe. Pas de panique, on a la solution. Bon, pas vraiment maintenant, mais on va la trouver. Un quatrième récit, c'est ce qu'on a appelé le récit bisounours et la dépolitisation de l'écologie. Et donc, on peut résumer de la façon suivante. Le changement résultera de la conversion de chacun des citoyens. Voilà. Un grand changement est à venir, mais c'est à chacun de se convertir. Et puis ensuite, un cinquième récit, le récit alternatif et sa radicalité post-néolibérale. Si on dirait un petit mot, ça peut faire bizarre de voir post et néo comme ça attachés ou collés.
Et une phrase pour le résumer, c'est: nous devons transformer nos démocraties en amendant les constitutions. Et puis, on le voit, il reste une sixième case vide. On l'a laissé vide un long moment, ça nous a travaillé, et puis de plus en plus, on se dit: ah, mais en fait, il y a un récit très, très net, très clair, qui rentre dans cette case vide. Voilà, et j'en dirai un petit mot en conclusion. Donc voilà, donc là, tout simplement, je vais passer en revue ces 6 récits, et puis après dire ces 5 récits, puis dire un petit mot sur le sixième en conclusion. Et bien évidemment, alors ces récits cohabitent, hein, ils s'entremêlent, ils s'entrecoupent, etc. Mais ils portent donc sur ce qu'on se raconte des voies à mettre en œuvre politiques dans la période de l'Anthropocène. Alors, le premier récit, le récit mensonger et son climato-scepticisme machiste. Alors, le récit mensonger, il regroupe l'ensemble des discours climato-sceptiques qui nient l'entrée dans l'Anthropocène et l'ampleur de l'altération de nature humaine du système Terre. Alors bien évidemment, on a un champion du monde, hein, c'est l'ancien président américain Donald Trump, qui a profondément marqué ce récit et qui a autorisé d'autres partisans de ce récit à le porter ouvertement. En janvier 2020, lors d'une édition du Forum de Davos, il a dénoncé les prophètes de malheur qui promettent l'apocalypse, alors que Greta Thunberg était dans la salle. Quelques mois plus tard, face aux incendies qui ravagent les forêts californiennes, il affirme: ça finira par se rafraîchir. Et puis ensuite, il ajoute: je ne pense pas que la science sache réellement ce qui se passe. Voilà. Donc il a préféré nier les résultats des analyses scientifiques pour reconstruire sa propre réalité, qui est une réalité viriliste, machiste. L'exploitation de la nature est perçue comme une force masculine, tandis que sa défense est associée à la passivité, à l'attentisme, qui serait d'une essence soi-disant féminine. Alors Donald Trump est loin d'être le seul à utiliser cette négation du changement climatique, hein, comme un marqueur politique. En France, on a eu Jean-Marie Le Pen, qui a toujours assumé son climato-scepticisme de manière très affirmée. On peut relever juste un tweet comme ça en 2018, en février, alors qu'il était encore député européen. Il écrit: brr, brr, on sky les miches, ceux qui dénoncent le réchauffement climatique sont désespérés. Alors, contrairement aux États-Unis, cette négation totale du réchauffement climatique, elle est aujourd'hui un peu plus rare quand même chez les hommes politiques et femmes politiques français. En tout cas, elle est moins assumée publiquement de manière aussi franche que ce que je viens d'en dire avec Jean-Marie Le Pen. Le discours mensonger, c'est davantage une forme de relativisation, voire d'ignorance des questions environnementales. Mais le résultat est le même, c'est un résultat qui est caractérisé par l'inaction. Alors, c'est un discours simpliste qui fait vendre en librairie et qui diffuse le doute dans l'opinion publique. Qui fait vendre en librairie parce qu'il y a eu plusieurs livres à succès dans le sens qu'ils sont beaucoup vendus, et puis de fait, après on ne sait plus, il y a un petit doute. Voilà. La stratégie de ceux qui portent le récit mensonger, c'est d'affirmer vouloir rétablir la vérité face à une vision qui est trop catastrophiste et qui viserait à alarmer le citoyen. Et de fait, de nombreux éditeurs ont laissé fleurir ce discours depuis les années 90. Et il y a eu un livre marquant, il y en a eu plusieurs, hein, mais de Claude Allègre, qui est un ancien ministre célèbre, qui s'est intitulé L'imposture climatique ou la fausse écologie, donc qui est apparu en début 2010. Alors le récit mensonger, il vient réactiver le questionnement, et vous l'avez mentionné à un moment dans la problématisation de la journée, là, il vient réactiver le questionnement autour de la liberté d'expression. Peut-on publiciser toutes les opinions, même celles qui conduisent à de la désinformation? Donc ça, c'est une des questions qui est posée. Et donc régulièrement, on constate que des journalistes radio ou télé, qui peuvent être parfois brillants par ailleurs, mais ils se font les avocats du diable lors d'entretiens avec leurs invités pour créer du débat. Voilà. C'est partie du job, du journaliste. Et par exemple, j'ai entendu ça plusieurs fois, enfin même sur des radios, pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, en valorisant par exemple la qualité des actions environnementales du gouvernement actuel ou des précédents gouvernements pour générer du débat
avec un opposant au gouvernement. Et en fait, ça sème du trouble, ça discrédite les alertes scientifiques, etc. Par exemple aussi, ce qu'on a vu, c'est que des journalistes ont critiqué la reconnaissance du terme écocide, qui est apparu de plus en plus dans l'espace public, qui finalement a été rétrogradé au rang de délit. Et donc, on lui a retiré toute sa dimension systémique, et qui est plus un crime. Et donc, ça a été tourné en ridicule, par exemple, en dérision, en mentionnant comme si le fait de prendre sa voiture pouvait être considéré comme un crime. Voilà. Et en fait, c'est absolument pas ce que dit le terme écocide. Un mot, mais je vois que je vais devoir avancer pour passer en revue tous les. Donc, un mot sur le fait que c'est porté par une vision machiste et néolibérale. Et c'est assez important d'avoir en tête, en fait, ces deux dimensions-là. C'est-à-dire, on a un discours qui est mensonger, mais sur fond de machisme et de néolibéralisme. Et donc, on a eu quelques exemples comme ça, où on a vu des propos. Par exemple, en 1962, il y a la biologiste Rachel Carson qui publie un livre qui s'intitule Printemps silencieux, qui fait référence, un livre important, hein, qui fait référence aux effets des pesticides sur les oiseaux, qui ne chanteront bientôt plus. Et donc, avant d'être une figure vraiment figure mondiale incontestée, elle a fait l'objet d'une campagne de dénigrement sexiste qui a été particulièrement intense. On a vu aussi quelque chose comme ça avec Greta Thunberg, et donc avec un ensemble de choses particulièrement choquantes, marquantes, qui ont pu être dites à l'égard de Greta Thunberg. Il y a eu un tweet, par exemple, de Bernard Pivot, que je peux juste évoquer, qui retranscrit bien cette entreprise de dénigrement sexiste par des figures publiques et qui n'ont aucune expertise sur la question climatique. Il écrit par exemple, dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. Voilà, c'est ce genre et donc propos de quelqu'un qui, donc en plus, enfin bref, il y a énormément de choses. Voilà, les exemples sont nombreux. Et c'est aussi aisé d'identifier dans ce type de discours les vestiges donc d'un masculinisme et d'un néolibéralisme qui sont désormais dépassés. Et puis bien sûr, dans ce récit mensonger, on a aussi une grande ampleur qui est le mensonge par omission, en fait, tout simplement, qui justifie l'inaction politique. Et donc là, on voit bien que de fait, de nombreux personnes parmi nos élus sont dans ce mensonge par omission, voilà, où à un moment donné n'est même pas évoquée la question climatique, la question de la diversité, etc. Voilà, premier récit, le récit mensonger. Deuxième récit. Le récit, deuxième récit, le récit chinois et le développement de sa suprématie. Alors, j'ai juste une question. Vous, visuellement, là, vous voyez mon document PDF? On voit le document PDF et on le voit zoomé. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, il a un intérêt ou parce que sinon, je peux supprimer le document PDF. Oui, oui, je te T'as dit quoi, confirme qu'il Sébastien? a un intérêt. J'ai pas entendu Sébastien, pardon. Oui, il a un intérêt. D'accord, ok, merci. Super. Donc, le récit chinois et le développement de sa suprématie. Alors, ces dernières années, la Chine a commencé à planter la plus grande forêt artificielle du monde, qu'elle appelle la muraille verte, la grande muraille verte. Voilà, donc c'est près de 5000 km de long, enfin voilà, 1500 km de large, c'est une entreprise complètement incroyable. Il ne s'agit pas d'un projet isolé, c'est-à-dire après avoir largement déforesté, la Chine cherche à augmenter son couvert forestier. Et cette muraille, elle a pour viser de freiner la propagation d'un désert qui arrive par le nord. L'objectif annoncé de la Chine est d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2060. L'État chinois a par exemple investi plus de 600 millions d'euros pour construire des champs d'éoliennes en pleine mer. Et il s'agit d'une nation qui est en train de devenir championne en énergie verte et qui pousse ses habitants à opter pour des modes de production plus durables. Et c'est une nation qui a engagé une véritable guerre contre la pollution. Les méthodes chinoises sont vives, on le sait. L'autoritarisme du régime chinois est régulièrement mis en scène comme particulièrement efficace
dans la lutte contre le réchauffement climatique et avec l'adoption de mesures qui sont fortes et qui contraignent les libertés individuelles. Alors, la question, c'est ce qui se passe en Chine. Est-ce que ça permettrait de matérialiser ce que pourrait être un récit politique autoritaire en Anthropocène qui prenne réellement en compte les enjeux environnementaux? Moi, j'entends régulièrement la chose suivante, et de la part d'étudiants aussi, tiens, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une petite dictature verte à la chinoise? Bon, eh ben, allons voir ce qui se passe en Chine pour voir si cette petite dictature verte à la chinoise peut nous permettre ou pas de traverser l'Anthropocène. Donc, la croissance de l'industrialisation en Chine, ça a généré des problèmes environnementaux très conséquents et immédiatement perceptibles par les populations, avec de la pollution atmosphérique, de la pollution de l'eau, des sols, qui est venue altérer la santé des Chinois. Il y a un juriste chinois, par exemple, qui indique que le gouvernement aurait reçu entre 2001 et 2005 2,5 millions de lettres de citoyens chinois demandant des réparations environnementales dues à un déficit dans la politique environnementale. Alors c'est complètement énorme en 4 ans, là, 2,5 millions de lettres, dans un pays qui est caractérisé par son autoritarisme, et c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, voilà. Donc, il y a eu un ensemble d'études qui ont constaté en Chine une altération de l'espérance de vie de plusieurs années en fonction des zones d'habitation, des taux de cancer particulièrement élevés dans des zones industrielles, des morts prématurées dues à la pollution atmosphérique. On parle même de village cancer, d'épisodes d'air apocalypse où respirer dehors n'est plus possible tant l'air est chargé en molécules fines. Donc il y a une colère des Chinois face à la pollution industrielle et la pollution des transports qui a été telle que le gouvernement, pourtant particulièrement autoritaire, a identifié une instabilité sociale et il a craint d'être débordé. Et donc, il a fait un virage à 180 degrés par rapport à la politique environnementale des années passées. Et ce qui est important d'avoir en tête ici, c'est que ce qui a généré ce repositionnement politique, c'est la fragilisation que le gouvernement chinois commençait à ressentir du fait de la détériorisation du cadre de vie et de l'espérance de vie. Alors, est-ce que le récit chinois est réellement écologique? Alors, grâce à une politique volontariste, en quelques années, la Chine est devenue le premier producteur de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes. 23% de l'électricité photovoltaïque qui est produite dans le monde l'a été en Chine. Les montants investis sont considérables, avec 100 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables, et la part de la Chine dans les investissements verts, entre guillemets, mondiaux, s'élève à 40%. Donc tout ça, c'est énorme. Donc avec le récit chinois, on constate qu'on a affaire à une forme de verdissement de l'économie, ce que je vous ai dit là en parlant que d'indicateurs économiques, mais en aucune manière à une rupture avec le modèle productiviste. Et ce qu'amène l'Anthropocène comme révélation, c'est que le modèle productiviste n'est plus durable. Dans un article, des chercheurs ont montré que si l'ensemble des pays à travers le monde suivaient l'exemple de la Chine en termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous irions vers un réchauffement global de la planète de plus 5,1 degrés en 2100. Donc c'est complètement fou, c'est énorme, rendant la vie humaine en société impossible dans la plupart des endroits du globe, dont la France. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la Chine est le pays participant le plus à l'altération du système Terre et faisant courir à l'aventure du vivant des effets sans précédent et des risques d'effondrement de nos civilisations humaines. La Chine est l'État le plus pollueur de la planète et poursuit son développement en augmentant sa consommation d'énergie fossile et son rejet de gaz à effet de serre. C'est-à-dire autant de fait, ils plantent des éoliennes, mais ils plantent aussi des centrales à énergie, enfin, à charbon. Donc, et en même temps, la Chine est devenue quasiment incontournable dans la mise en œuvre d'une transition environnementale à l'échelle planétaire, en même temps qu'elle altère le système Terre. Donc c'est tout le paradoxe de la politique chinoise qui est profondément altérante du système Terre, tout en se voulant une des plus écologiques du monde. Et donc là, on a affaire à quelque chose de très simple qui a été très bien écrit par Dany Robert Dufour dans Baise ton prochain. On a affaire à une caractéristique perverse typique du capitalisme. Voilà, alors
à la question en Anthropocène, faut-il préférer une dictature ou une démocratie? Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en l'occurrence, la dictature chinoise ne permet pas de nous préserver d'effondrement civilisationnel, point 1, ça c'est clair et net. Et puis point 2, ce qui a permis ce verdissement de l'économie chinoise, qui est pas mauvais, enfin, je veux dire, voilà, c'est les toutes petites marges de manœuvre démocratiques, avec plusieurs guillemets, au sein de ce régime autoritaire. C'est bien les citoyens qui ont amené le gouvernement à se repositionner. Voilà. Donc en gros, la réponse pour moi, elle est claire et nette. Dictature verte, je n'y crois pas du tout. Voilà, titre personnel. Troisième récit. Le récit californien et les promesses de la technique. Donc à chaque fois, vraiment, on entre dans des univers comme ça qui sont différents. Hein. Voilà, là, le récit californien et les promesses de la technique, on est dans autre chose que mensonger, que chinois. Alors, le 14 septembre 2020, devant une centaine d'entrepreneurs de technologie française, le président Emmanuel Macron a déclaré « J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. » Fin de citation. Cette communication politique a été réalisée le lendemain de la demande de moratoire sur le développement de la 5G de la part de 70 députés issus de la gauche. En se situant de cette façon, le président ne signifie pas seulement son attachement au progrès technique, mais il caricture les positions écologiques comme réactionnaires, prenant un retour en arrière et rétive au progrès. Cette prise de parole, en plus de balayer d'un revers de la main ses opposants politiques, discrédite les scientifiques qui soulignent la non-durabilité de nos modes de vie et la nécessité de ralentir la course en avant technico-commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques jours après cette sortie présidentielle, Yannick Jadot, donc un des candidats éventuels à la présidentielle d'Europe Écologie Les Verts, évoque dans l'Obs combien il n'est pas hostile à la technique, avec un discours particulièrement modéré et faisant figure de présidentiable. Finalement, il ne prône aucun changement radical, qui sont pourtant nécessaires. Il est particulièrement difficile pour nos dirigeants de ne pas être californiens, de ne pas professer cette foi dans le génie humain, typique de la culture technoscientifique de la Silicon Valley. Avec cette espèce de conviction que notre technique peut changer le monde. Les fondements anthropologiques sont assez profonds, c'est-à-dire après avoir tué Dieu, puis tué l'humain, ce qui nous reste maintenant, c'est notre technique, nos produits de mains humaines, rêver et espérer. Ce qui est implicite dans les propos du président de la République, c'est une forme de naturalisation de la technique. Naturalisation de la technique, c'est on fait comme si la technique était naturelle, c'est-à-dire comme si le progrès n'était pas arrêtable. Le progrès poursuit sa marche avant, inexorablement. Cette naturalisation de la technique, ça entrave toute possibilité d'action politique. On le voit ici à travers la façon dont Yannick Jadot il s'est fait prendre au jeu de cette mise en scène de la foi californienne qui entrave toute organisation possible de l'action politique, j'ai envie de dire de l'action de concert, de l'action ensemble, de l'action de concert dans le sens concerté, dans le sens aussi comme un concert, voilà, où chacun joue sa partition, mais il y a une espèce d'aventure collective. Alors de fait, en se voulant politiquement neutre, c'est-à-dire ni de droite ni de gauche, le récit californien, il annihile le politique. Au sein de ce récit, c'est alors la technoscience qui conduit l'aventure humaine. Une technoscience qui apparaît ne pas avoir d'enjeux politiques, mais uniquement des enjeux économiques. En gros, on nous dit, mais on a réglé le problème de la politique. Ce qui compte, c'est la prise de décision, la résolution des problèmes. Voilà. Et l'orientation où on va aller, finalement, c'est pas ça qui importe. Voilà. C'est un peu fou, hein, d'une certaine façon. Mais c'est la façon dont, hop, le règne économique, par l'intermédiaire de la technique, entrave toute vision politique. Donc ici, on n'a plus de démocratie à animer par la circulation de la parole, la circulation de l'action. Le personnage principal de ce récit, c'est l'homo economicus, qui est entendu pas uniquement comme l'homme du marché, évidemment c'est l'homo economicus, l'homme économique, l'homme du marché, mais c'est aussi
l'individu entrepreneur et l'individu entrepreneur de lui-même. Ça, c'est Michel Foucault qui l'a bien mis en évidence. Donc, le récit californien est produit par la technocratie. Il en est une forme d'émanation. Et le fait que ce soit ceux qui aient réussi, qui le professent, bah, ça lui confère une forme de puissance, en fait. Voilà. Tout est techniquement possible et il s'agit de ne pas entraver ce développement. Il est directement caractéristique du néolibéralisme contemporain. Et dans ce contexte, de fait, en France, c'est assez impressionnant, le parti La République En Marche, il est typique de ce récit. Alors, on peut dire, après, il y a deux sous-récits dans ce récit. Il y a un récit qui est plutôt light, qui dit, mais si on rencontre des problèmes, on va désanthropiser la Terre. C'est en fait qui considère que l'Anthropocène, finalement, c'est les humains qui ont posé une marque sur la Terre et qu'à tout moment, on va pouvoir retirer l'empreinte qu'on a posée sur la Terre. On va pouvoir conserver la nature sauvage, retirer le CO2 en trop de l'atmosphère, traiter les eaux usées, etc. Si on utilise des pesticides qui sont cancérigènes, on va les retirer, on va arrêter de les utiliser, voilà, sans avoir conscience de la dimension systémique, c'est-à-dire de la façon dont, à un moment donné, on franchit certaines limites et on se retrouve dans une autre configuration. Et donc ça, de fait, c'est un problème, cette croyance dans la capacité à désanthropiser la Terre. Et puis, il y a un récit en fait extrême, qui est carrément le récit transhumaniste, voilà, dont on a régulièrement, dont on entend régulièrement parler en fait, hein, qui à un moment donné, bon bah s'il y a un problème sur Terre, on pourra se barrer sur notre planète. Voilà. Voilà pour ce qui est du récit californien. Alors je passe sur un autre récit maintenant, le récit Bisounours et la dépolitisation de l'écologie. Alors le terme bisounours, bon, il renvoie à cette contraction hein, de bisou et ours, qui retranscrit une forme de vision enchantée des solutions qu'on peut apporter en Anthropocène. Ça fait aussi bien sûr référence à un dessin animé, hein, où les ours sont dans un monde merveilleux et simplet. Donc ce récit bisounours, il renvoie à une forme romantique de l'écologie. C'est un récit idéaliste. Il psychologise ou il spiritualise l'Anthropocène dans des propos comme, par exemple, fondamentalement, ce que nous avons besoin de changer, c'est nous-mêmes. Ou le changement, ça commence par soi. Donc on a affaire à une forme d'écologie type yoga, méditative, caractérisée par un mouvement de retrait de l'arène politique, une forme de fuite du monde et non pas un engagement dans le monde, un engagement dans la cité. Donc, à titre d'exemple, on a pu entendre hein, au cours de la pandémie de Covid-19, là au début, hein, en mars, des propos comme bon, je souhaite à chacun un bon temps de confinement, que chacun puisse méditer sur le sens de l'existence. Donc ici, la colère citoyenne suite à l'adoption de mesures autoritaires, elle apparaît sublimée et transformée dans le développement de l'intériorité. Voilà. Plutôt que d'être en colère et de te dire que ton espace public, on te l'a fermé temporairement, tu vas réfléchir dans ton petit cœur à ta vie. Voilà. Donc ce discours, il prend la forme d'une éducation individuelle à la terre. Et on voit bien, il est dépolitisé. Et on voit bien à chaque fois hein, le problème de l'ensemble des récits. Hein. Il est bien que je ne suis pas complètement fan des différents récits que j'analyse. Hein. Le problème, c'est c'est la dépolitisation. C'est en fait, on leur retire leur puissance politique. Donc là, la question principale ne serait pas la refonte institutionnelle avec la mise en œuvre de politiques publiques qui viendraient contraindre le développement économique, mais c'est la façon dont chacun vit les choses dans le plus profond de son cœur. Il s'agit de nous faire croire que la solution environnementale, elle incombe à l'individu et non pas à un travail politique collectif. Voilà. Donc on voit bien ici la montée de l'individualisme en puissance. Et en fait, on fait croire finalement que seules les conduites de consommation importent et que seul changer les comportements en termes de consommation permettrait de régler le défi de l'Anthropocène. Donc, ce récit, c'est peut-être le plus délicat à saisir parce qu'il ne s'agit pas de critiquer les changements que chacun de nous adoptons dans la conduite de nos vies et dans nos habitudes de consommation. Au contraire, elles sont nécessaires et elles sont même un enjeu politique majeur de la période contemporaine. Mais en saisissant ce récit bisounours, ce que je souhaite souligner, c'est l'impasse du seul repli sur ses propres comportements.
Et puis souligner éventuellement des querelles qu'on peut identifier parfois comme des querelles entre individus, entre les membres de nos familles, végétariens, non végétariens, véganes, non véganes, etc. Et en fait, il ne faut pas oublier l'importance de décisions politiques fondées en droit. Alors, je vois le temps qui passe, juste un tout petit mot encore sur ce récit Bisounours. Donc, il y a eu beaucoup de livres qui ont paru en fait ces dernières années, hein, des livres qui à la fois ont pour intérêt de montrer ce qu'on peut faire dans notre vie, mais qui ont pour limite finalement un petit peu de nous faire croire que si chacun fait sa part à l'échelle individuelle, ça ira. Voilà. Et en fait, non, ça n'ira pas. On a eu des études très intéressantes, notamment une étude de l'agence Carbone 4, particulièrement intéressante, qui dit en fait si tout le monde adopte des comportements écologiques mais complets, on règle 25% de la façon dont on altère en ce moment le système Terre. Il reste 75%. Et ces 75%, ils sont directement, proprement politiques. J'en arrive au dernier récit, le récit alternatif et sa radicalité post-néolibérale. Alors, post-néolibéral, hein, c'est un terme que je reprends au manifeste convivialiste, et qui propose donc néolibéral, c'est le néolibéralisme, ça veut dire c'est ce qui s'est passé à peu près dans les années 80 à partir de politiques qui ont renforcé. Néolibéral, c'est un terme, il y a beaucoup de débats, hein, c'est difficile de le saisir comme ça, mais qui renvoie, pour faire très simple, à une dérégulation du monde. Voilà. Et l'idée, le récit alternatif, c'est de dire mais on doit radicalement entrer dans un espace collectif qui ne soit plus caractérisé par cette dérégulation et par en fait le fait que finalement les comportements valorisés, c'est des comportements complètement fous de maximisation des intérêts individuels. Et il faut voilà tempérer tempérer, même réguler et poser un ensemble de. Alors, les récits mensongers chinois, californiens, bisounours, ils nous conduisent à des impasses, mais le politique n'a pas dit son dernier mot. Et le politique, entendu ici comme l'animation d'une action de concert qui ouvre sur l'avenir, qui prépare l'avenir. Et donc, il reste ce récit à explorer, qui est celui qui expérimente les innombrables associations, ONG, think tanks, zadistes, militants, etc., qui espèrent en un monde commun, renouvelé, et qui s'engagent pour son avènement, et qui luttent contre le néolibéralisme. Et donc là, on voit un panel innombrable d'acteurs contre cet ennemi commun. Donc il y en a beaucoup, on peut en identifier comme ça, mais chacun de vous en identifiez. Les colibris, avec la sobriété heureuse parce que conviviale, les jardins de cocaïne, les AMAP, le campus de la transition, le manifeste pour un réveil écologique. Et puis tout ça, ça s'inscrit dans une tradition d'initiative citoyenne hein, qui ne date pas d'hier, la grande tradition de l'action solidaire, sociale. Voilà. Et il y a plusieurs composantes qui sont travaillées, des composantes très profondes, une refondation juridique et constitutionnelle avec la proposition d'une troisième chambre, c'est-à-dire de réorganiser notre constitution pour prendre en charge de façon résolue les enjeux de l'avenir. Un renouvellement en profondeur aussi de la philosophie politique et de la façon dont on peut concevoir la vie politique. Et là, le manifeste convivialiste que j'ai évoqué, je le trouve particulièrement intéressant. Un rafraîchissement aussi de la pensée économique. Voilà, et là, il y a aussi plusieurs textes, plusieurs manifestes qui vont dans ce sens-là. Un renouvellement des conceptions anthropologiques, c'est-à-dire où on est beaucoup caractérisé jusqu'à maintenant par des logiques de préemption, de domination à l'égard de la nature, du vivant. Et finalement, il y a une sorte de pensée qui disent mais on peut coexister, vivre une convivialité avec les autres terriens. Les autres terriens qui est l'ensemble du non-humain, des non-humains. Voilà, dans ce récit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est conduit par une radicalité qui est une radicalité démocratique, radicalité qui vient de radix, qui veut dire racine, prendre les choses à la racine. La racine étant cette lubris, cette folie destructrice du toujours plus. Et une radicalité démocratique qui est à distinguer de tout extrémisme.
Voilà. Et il me semble que c'est un enjeu fort auquel travaille ce récit, enfin que mobilise ce récit alternatif. Voilà. Et puis un dernier mot sur cette case vide. Voilà, on avait une case vide dans notre tableau. Bon, on l'a laissé vide, puis ça nous dérangeait, etc. Puis j'en avais parlé avec un collègue qui dit ah non, un tableau, ça ne peut pas avoir une case vide. Le tableau, ça contraint la pensée à un moment donné à remplir la case. C'est pas possible, c'est trop dérangeant une case. Puis finalement, on s'est dit mais en fait, on oublie finalement le récit le plus important, qui est dominant dans la période contemporaine et qui a une omniprésence complètement embrouillante, qui est un récit pervers, où on nous envoie du chaud et du froid. Et il est typique de la façon dont on peut entendre aujourd'hui nos responsables politiques très souvent. Dire mais oui, oui, on a bien conscience qu'il y a quelque chose de très important au niveau environnemental. D'ailleurs, on va prendre telle loi, telle mesure ou telle. Et puis par ailleurs, pof, on réautorise le glyphosate en disant bah oui, mais quand même, il y a des contraintes économiques, etc. Et donc, c'est du ah bah en même temps, bah oui, mais quand même, bah etc. Et en fait, ça génère quelque chose de très embrouillant, où on ne sait plus vraiment, où on voit bien que des choses sont faites, on voit bien que des choses sont insuffisantes, sans savoir l'ampleur de l'insuffisance de ce qui est mis en œuvre. Et donc là, on a affaire à quelque chose voilà, d'embrouillant et de pervers. J'ai fini. Je devais arrêter à 10h30, là j'ai dépassé un petit peu. Beaucoup, Monsieur Wallenhorst, c'était très clair. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées. Une posée par Sébastien Clé, qui demande si il n'y aurait pas des propositions à faire pour s'inspirer de la crise sanitaire et créer un conseil scientifique du climat ou faire de l'information gouvernementale régulière de façon à communiquer sur le climat auprès des citoyens. Et ça rejoint une question que nous souhaitions avec Laura vous poser à propos justement de comment faire la publicité autour de l'Anthropocène vers les citoyens. Vous parlez dans vos ouvrages d'une éducation à l'Anthropocène, comment on peut parler aux citoyens de climat et à fortiori de l'Anthropocène. Du coup, j'ai oublié la première question de Sébastien. Il y avait quelque chose sur la communication. Donc, j'ai les questions 2 et 3. J'ai plus la une. Ah oui, 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 complètement. Sur ce qui se passe. Alors, bon, alors, c'est très étonnant ce qui se passe avec ce conseil scientifique, etc., de vigilance sanitaire et tout ça. Ça fait des années que les scientifiques ont l'impression de crier dans le désert en disant mais écoutez-nous, on peut avoir quelque chose à dire, etc. Et l'impression de pas avoir le 06 des journalistes, quoi. Et tout d'un coup, il y a un petit groupe, ils sont 10-15, ils ont le 06 de Macron, et puis en fait, on a le conseil des scientifiques, et alors ils nous ont pris que des bactériologues ou des épidémiologistes ou je sais pas trop quoi. Ils ont oublié les 3/4 des scientifiques qui auraient quelque chose à dire sur la façon dont une pandémie vient réorganiser la vie sociale, etc. Et voilà. Et on a l'impression, à certains égards, que le remède qu'ils peuvent proposer est pire que la maladie. Le remède dans le sens confinement et tout petit peut être même pire que la maladie parce que de fait, ils ont oublié tout un tas de personnes qui peuvent avoir une analyse de situation intéressante. Donc c'est très, très, très étonnant, très, très troublant en fait la façon dont on peut, dont le discours scientifique, quand il arrive dans l'arène politique, il peut être mobilisé, utilisé, etc. Mais sinon, oui, bien sûr, par exemple, ce qui a été fait avec avec Cyril Dion, les citoyens pour les climats, il manque juste un mot, enfin bref, désolé. Vous voyez bien ce dont je veux parler, la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été particulièrement. Alors après, il y a tout un tas de questions, c'est-à-dire que, bon voilà, on n'a pas réussi, enfin, en tout cas, il y a eu des barrages hein, dans le déploiement de mise en œuvre, mais ça a été absolument impressionnant de constater combien des citoyens pouvaient se saisir de façon très complexe de l'ensemble des enjeux de l'Anthropocène dans un temps assez rapide et en les traduisant en termes de décisions politiques. C'est tout à fait possible. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, ce collectif-là. Et alors, de fait, au niveau de la communication, par exemple, j'ai regardé,
il y a eu une réforme du bac, là, vous savez, là, et il y a eu une option là qui est arrivée, l'option géopolitique, qui est une option en fait histoire, géopolitique, etc. Et en fait, le terme anthropocène, il arrive dans les manuels en terminale. Donc génial, enfin super. Mais par contre, c'est un anthropocène finalement qui est complètement retiré de sa substance. Il n'y a pas de dimension systémique. Les temporalités d'urgence dont on a parlé, elles sont pas là. Les risques transcendantaux, c'est-à-dire les risques pour l'aventure humaine et l'aventure du vivant, ils sont pas évoqués. Finalement, l'anthropocène, c'est juste tel que c'est présenté par des historiens qui n'y connaissent rien. C'est ni plus ni, qui n'y connaissent rien sur ces questions-là, c'est-à-dire que c'est pas des géoscientifiques, quoi. J'ai beaucoup de respect pour les historiens qui, quand ils parlent de l'histoire, mais parler de ce qui est dedans, il faut avoir lu les articles géoscientifiques, etc. Ils l'ont pas fait. Et donc, il nous parle de l'anthropocène finalement comme une anthropisation, ce que je disais, hein, comme une marque qu'on a posée sur la Terre. Et puis, bon ben voilà, on va pouvoir, en changeant la politique forestière, par exemple, on va pouvoir améliorer cette marque qu'on a posée sur la Terre. Bon voilà, pour répondre. Je vous écoute s'il y a d'autres questions. Oui, bien sûr, dans le chat, on nous demande si pour vous, malgré ces discours, est-ce qu'il y aurait une solution et est-ce que finalement les théories de l'effondrement qu'on connaît ne sont-elles pas plus crédibles en réalité? Ah oui, alors effectivement, donc c'est une bonne question parce que ouais, j'ai pas positionné spécifiquement les récits collapsologiques quoi, hein, dans ces différents récits-là. Euh, s'ils est- alors euh, donc les récits collapsologiques, enfin, en gros, hein, qui disent il y a un effondrement qui se prépare, qui est en cours, qui n'est pas que celui des écosystèmes et puis de la biodiversité, du vivant, mais qui est celui de nos civilisations. Alors, volontairement, on s'est dit, mais on va pas rentrer dans le débat collapsologique. Déjà, il y a eu des livres particulièrement intéressants. J'en ai un intéressé par, je sais pas si vous voyez là, de Bruno Villalba, là, Les collapsologues et leurs ennemis, qui est un livre vraiment, je trouve, très intéressant, voilà, où il cartographie à un moment donné les différentes thèses collapsologiques, etc. Et où il montre que finalement, les critiques des collapsologues, ils sont pas très critiques. Enfin, leurs thèses ne tiennent pas bien la route. Donc, de fait, il y a quelque chose d'intéressant hein, dans le récit collapsologique, mais la limite, ça peut être que ça peut nous enfermer dans la certitude à venir du pire. Ça, c'est Catherine Larère et Raphaël Larère qui ont bien montré ça là récemment, et en disant ça peut être un problème, c'est que les récits collapsologiques ils peuvent dépolitiser finalement. Ça peut être une des limites. Bon voilà, après il y a différentes choses. Il y a des choses particulièrement intéressantes dans les récits collapsologiques. Parfois, on a des personnes aussi qui jouent un tout petit peu trop les futurologues. C'est-à-dire, oui, les articles scientifiques, pardon, ils évoquent régulièrement la possibilité d'effondrement civilisationnel. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'ils ne font pas, c'est proposer un scénario d'anticipation, quoi. Voilà. Et donc, parfois, il y a quelque chose qui je trouve, pas très honnête intellectuellement quand on dit, bah voilà, dans 2 ans, il va se passer ça, dans 5 ans, il va se passer ça. Non, ça, enfin, pour moi, ça ne tient pas la route. On arrive bientôt à la fin du temps qui nous est imparti. Peut-être qu'on peut prendre encore quelques questions. Madame Pinel nous demande quel est votre regard sur la Convention citoyenne sur le climat, qui a été considérée comme un échec par énormément de parties prenantes. Mais pour moi, c'est une réussite exceptionnelle. Alors, ce qui est un échec, bien sûr, c'est la traduction législative, bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a eu enfin, là où je trouve, là où je trouve ça. Ah oui, mais ça peut permettre de recouper avec la question de Sébastien là. Là où je trouve ça assez exceptionnel, mais je trouve ça complètement bluffant, c'est de voir que ces 150 citoyens, donc, ils ont passé du temps à écouter des gens leur parler de la situation environnementale. Des gens qui s'y connaissent et qui l'ont raconté, des gens qui écrivent des articles dans les plus grandes revues scientifiques, un comité de lecture, etc. Enfin voilà, dans les
les chercheurs qui sont bons en ce moment sur la question de la biosphère, sur la question de l'anthropocène, sur la question du système Terre, etc., etc. Ils les ont écoutés. Donc, ils ont appris des choses. Et en fait, malheureusement, pour l'instant, ça demande un effort. Enfin, je veux dire, il faut, voilà, faut prendre du temps, un peu de temps. Mais ça ne veut pas non plus dire prendre 15 ans pour devenir un expert. Ils ont pris quelques journées comme ça. Et ces quelques journées-là les ont affectés à un point tel qu'ils ont compris que des ruptures radicales étaient nécessaires, que ces ruptures radicales pouvaient avoir lieu dans un giron et un contexte démocratique, qu'elles pouvaient faire du bien à toute la vie démocratique parce qu'elles nous mobilisaient ensemble dans une responsabilité vis-à-vis des décisions qu'on prenait, politiques. Et après, ils ont réussi à transformer ça en proposition de loi. Enfin, exceptionnel, fabuleux. Enfin, vraiment, ouais. Alors après, bah oui, il y a des lobbies, des résistances, des trucs, tout ce qu'on veut qui fait qu'on n'est pas passé jusqu'au bout dans une traduction juridique et législative. Mais en gros, on sait ce qu'il faut faire et on maîtrise et on sait le processus qui permet d'être ensuite politiquement situé au bon endroit. C'est un processus éducatif, d'information, de travail précis avec les scientifiques. Et à partir de là, on est capable de faire émerger des consensus. Et donc, du coup, ce que disait Sébastien par rapport à, mais est-ce qu'il ne faudrait pas informer? Oui, bien sûr, mais ça, je crois à fond qu'il faudrait, il faudrait que notre Premier ministre, il prenne le ministre de l'Environnement, etc., qui ramène 10 chercheurs et que toutes les semaines, il nous présente des articles, etc., pour à un moment donné, en disant, mais pas de panique, on va prendre aucune décision, hein, les lobbies, vous pouvez rester tranquille, voilà, vous pouvez vendre vos trucs, vos machins. Et puis, toutes les semaines, on avance comme ça dans une compréhension de l'ampleur systémique de l'altération de la Terre. Et puis dans un an, les lobbies, ils ont disparu. Les lobbies, on les a convertis. Bon, c'est un peu avis. Parce que on a en tout cas une note quand même optimiste sur la fin de cette intervention. Moi, je retiens aussi le mot scénario que vous avez évoqué à propos des collapsologues, mais je pense que c'est peut-être aussi une piste. Et peut-être qu'au lieu d'avoir un discours embrouillant, un discours de type scénario qui nous permette aussi d'avancer collectivement autour de sans doute d'une combinaison des postures 2, 3, 4, hein, parce que je pense que ces 3 leviers, la réflexion sur nos marges de manœuvre en termes de liberté individuelle, la réflexion sur nos applications comme sujet et puis la réflexion sur l'apport de la technologie sont pas exclusives les unes des autres. Vous avez présenté un paysage des récits qui étaient forcément un peu caricatural et voilà. Et pas forcément exclusifs les uns des autres. Néanmoins, oui, tout à fait. Ce qui nous manque, c'est que ces combinaisons ne sont jamais partagées, racontées, coélaborées avec les citoyens comme des scénarios possibles et des trajectoires possibles, et elles sont balancées comme des coups de barre à gauche et à droite, dont on a l'impression qu'ils s'annihilent les uns les autres. Donc, merci beaucoup. Bon, merci et merci pour cette précision, hein, bien sûr, hein, de la complexité, de la façon dont les choses sont entremêlées les uns dans les autres, hein, bien sûr. Et puis de fait, en disant il y en a 5, il n'y en a pas 5, il y en a beaucoup plus, il y en a moins, enfin bref, tout est emmêlé, mais c'est des espèces d'archétypes comme ça. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Hein. Mais ça permet de penser, je pense, de simplifier aussi. Je redonne la parole aux étudiants et à nos animateurs pour la suite.